Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. J'ai toujours un décalage un peu d'une semaine, je tiens à vous le dire. Et habituellement, je lis les commentaires en même temps que j'écoute la série donc de Big Brother, donc les épisodes de Big Brother. Donc souvent, je fais ça le vendredi, samedi. Si vous voyez que je vous ai pas répondu encore, normalement, ça va aller au vendredi ou au samedi suivant. Donc, mais habituellement, au moment où je fais mes vidéos, tous les commentaires sont répondus. Fait que si vous écrivez après que j'ai fait la vidéo, ben, il y a un petit décalage d'une semaine. Donc, je veux commencer cette vidéo-ci avec une touche on pourrait dire plus humaine, en souhaitant mes condoléances à Kim et à sa famille pour la perte de son grand-père. Je pense que on peut être très critique envers les joueurs, on peut parler de leur stratégie, de la façon dont ils se comportent dans le jeu, mais en arrière de ça, c'est des êtres humains. Et moi, j'essaie toujours de faire réellement une coupure entre le jeu et l'humain à l'extérieur. Donc, j'essaie de pas trop juger ce qui peut se passer à l'extérieur, malgré que certains emmènent des bagages parfois lourds de l'extérieur, ou du moins des fois c'est après que ça dégénère, mais en tout cas bref, dans le contexte où ce que même si j'ai pu critiquer Kim ou sa stratégie, et que je vais peut-être en parler cette vidéo aussi, ça va dépendre ça va dépendre du temps que je mets, mais ça reste quand même que faut prendre un petit moment puis sympathiser avec la perte qu'elle a eue et donc je lui souhaite mes condoléances à elle et toute sa famille. Donc je me répète, mais je trouve que c'est important d'avoir ce petit côté-là quand même, de savoir diviser le jeu avec la réalité. Maintenant, passons au côté un peu plus jeu, donc de Big Brother. Je vous le disais il y a quelques instants, habituellement, j'écoute les épisodes la fin de semaine, donc juste parfois un peu le vendredi, le samedi, des fois c'est le dimanche matin très tôt. Et donc, logiquement, j'ai pas conscience réellement de toute l'implication de ce qui se passe durant la semaine, donc j'ai pas toute l'information. Par contre, qu'on le veuille ou non, je me fais spoiler, soit sur ma chaîne Twitch, ou parce qu'il y a des gens qui viennent me poser des questions à l'occasion, et il y a des gens qui écrivent sur leur mur respectifs sur Facebook, et donc comme je vous ai comme ami, ben je me fais un petit peu spoiler en même temps. C'est pas, ça me dérange pas, ça n'a pas vraiment d'impact pour moi. Par contre, ça a créé une situation qui est un peu spéciale cette semaine, et c'est que j'appréhendais beaucoup plus la semaine. Et je vous explique. Vous savez, dans les dernières semaines, j'ai été très critique de Jean-Thomas Jobin. Et j'ai évidemment appris par les réseaux sociaux qu'il avait gagné le titre de patron. Et j'ai appris ses nominations, donc comme Lisandre et Claude. Et je dois vous avouer que j'étais comme... Mon Dieu, est-ce que Jean-Thomas Jobin a joué le jeu? Est-ce qu'il aurait fait un gros move stratégique? Est-ce que enfin je vais être capable de lui donner le crédit? Mais là, j'imaginais déjà les scénarios de me dire, les gens vont m'écrire sur mon mur ou sur dans les commentaires mes commentaires YouTube en me disant, tu vois, on te l'avait dit, Jean-Thomas, c'est un bon joueur. Mais là, je me disais, my God, il a peut-être fait un move incroyable, puis je vais être complètement sur le cul, puis il va falloir que je donne raison à ses partisans. Il va falloir que je dise, ben, oui, c'est vrai, il a bien joué cette semaine, puis... Et donc, j'ai parti en écoutant les épisodes avec cette mentalité de me dire... J'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'ai hâte de voir comment il va appliquer son plan machiavélique, comment ça va être réfléchi, comment... Et finalement, c'était de la merde. Sincèrement, j'ai tellement trouvé ça nul à chier de la façon qu'il a joué. Et j'ai décidé aujourd'hui, un peu plus tard, parce que je vais revenir sur d'autres petites choses avant, mais il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais tu critiques beaucoup Jean-Thomas, qu'est-ce que tu ferais de différent? » Et je vais vous le décortiquer. Je vais décortiquer sa semaine. J'ai pris le temps de vraiment
analyser beaucoup plus son personnage, de ce qu'il fait à l'intérieur, et de vous dire pourquoi c'est à chier. Et je pense que peut-être que vous allez mieux comprendre. Je pense pas faire changer d'avis les gens qui le supportent. Ou en tout cas, peut-être mettre un doute, mais pas leur faire changer d'avis nécessairement. Mais je vais prendre le temps de vous l'expliquer comme il faut, de prendre vraiment les actions une par une et de vous dire, regardez, ça, cette façon-là, c'est une stratégie de merde. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire au lieu de tout ça? Mettons. Bon. Avant d'embarquer là-dedans, qui est, je vous dirais, le plus gros du sujet, je veux revenir premièrement sur... bon, il y a des gens qui me disaient, la semaine dernière, j'avais quand même complimenté un peu Lisande. Pas beaucoup, mais quand même dit, je lui donne le crédit, elle a quand même essayé quelque chose. Et il y a des gens qui me disent, ben, il faut pas que tu lui donnes le crédit trop vite. Faut que tu vois bien qu'elle s'est plantée, elle a pas utilisé le veto. Et ça fait contraste avec Jean-Thomas, d'un sens, c'est que, honnêtement, je ne m'attendais rien de Lisande. OK? Pour moi, c'est quelqu'un... Je sais qu'elle semble avoir une certaine influence auprès des femmes. J'ai le sentiment que il y a plusieurs personnes quand même ici qui la suivent et qui apprécient le contenu qu'elle fait. Son look et son physique est très agréable pour certaines personnes de la gente masculine. Donc, je peux comprendre aussi cet attrait-là. Mais côté stratégie, jeu, réflexion, je m'attendais sincèrement à rien d'elle. Et donc, j'ai été un peu surpris la semaine passée que quand même, elle a été capable d'élaborer un début de stratégie, un début de logique, d'hypothèse, de ce qu'elle devrait faire, de qu'est-ce qui devrait être fait, et de pousser quand même cette idée-là. Est-ce que je m'attendais que ça réussisse? Évidemment, non. Je vous l'ai même dit dans mon dernier vidéo, j'étais sûr que ça ne fonctionnerait pas. Disons que je me fiais un peu avec ce que j'avais vu de sa personnalité. C'est pas le genre de personne qui va prendre ce risque-là. Et je tiens quand même à dire, je comprends sa pensée. OK? Je comprends comment elle a pu se sentir, parce que moi-même, je l'ai vécu. Dans le sens que... je me rappelle, l'une des pires semaines qu'il y a pu avoir, c'était la semaine 2 dans Love Story 4, où il y a eu le déluge. Et quand j'ai pris ma décision en termes de patron, de comment j'allais gérer la situation et qui j'allais sauver, ça l'a été infernal. OK? Et sincèrement, l'ambiance était extrêmement lourde. Les gens avaient l'air de vouloir m'arracher la tête pendant une semaine de temps. Ça a été vraiment difficile moralement. Puis même moi, à cette époque-là, j'étais pas sûr de la décision que je prenais. Parce que je pouvais envoyer à l'abattoir certaines personnes que je savais qu'elles allaient être nominées. Et finalement, j'étais allé contre-courant, puis je me suis assuré que ces personnes-là soient protégées. Et ça a fait en sorte que moi, je l'ai fait, ce mouvement-là, mais ça a été très dur, même pour quelqu'un comme moi, qui était là pour gagner, qui était là vraiment pour faire la merde. Même moi, j'ai trouvé ça dur. J'ai fait le mot. Mais je comprends quand même émotionnellement et mentalement comment que Lisande a dû se sentir et pourquoi elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas voulu traverser ce champ de mine-là, on pourrait dire ça. Est-ce que ça va changer de quoi à sa destinée dans le jeu? Absolument pas. Malheureusement, elle aurait dû faire le move. Il aurait fallu qu'elle fasse ça. Le hic, c'est que il y avait une conséquence quand même en arrière, et Lisande n'est pas nécessairement là pour gagner. Et c'est là tout l'enjeu qu'on disait de la situation avec les célébrités. Les célébrités ne sont pas nécessairement là pour gagner, ils sont là pour, oui, peut-être te faire le plus longtemps possible, mais aussi pour préserver leur image. Et rendre quand même l'expérience intéressante, le fun. Et dans ce contexte-là, Lisande a choisi la voie facile. Est-ce que je pense que d'avoir choisi la voie difficile, ça aurait pu changer la destinée de cette semaine? Honnêtement, je ne le crois pas. Sincèrement. Je pense qu'elle aurait été probablement ciblée, probablement même plus que cette semaine. On peut dire que ça aurait donné un meilleur show de TV. Est-ce qu'elle aurait augmenté ses chances de réussite? Je vous dirais peut-être, oui.
mais le résultat aurait été le même et peut-être qu'elle n'a pas voulu, pour un résultat similaire de l'analyse qu'elle en avait de l'intérieur du jeu, prendre la chance de scraper une semaine où ce qu'elle allait avoir une semaine de marde, où ce que tout le monde allait l'haïr, où ce que tout le monde y lancerait des couteaux par la tête. C'est dur. C'est dur d'être dans un contexte comme ça parce que souvent les gens ont l'impression de dire ah, c'est pas grave, tu peux faire ce move-là, puis même si le monde taillisse, c'est pas grave. Mais je veux que vous gardiez en tête quand même le fait. Imaginez-vous, là, si vous avez déjà vécu une ambiance de marde dans l'une de vos jobs, dans un travail que vous avez déjà effectué, que certains de vos collègues de travail vous haïssaient ou que l'ambiance était lourde. Ben, à la fin de votre journée de travail, vous pourrez sacrer votre camp chez vous. Vous pouvez vous détendre, vous changer d'idée, vous mettre, réfléchir, de dire pourquoi que je reste dans ce job-là, de ci, de ça. Vous pouvez sortir du moule nocif dans lequel vous êtes. Vous pouvez dormir tranquille le soir et être avec des gens que vous aimez. Mais dans un contexte d'un jeu comme Big Brother ou Love Story, les gens qui vous haïssent, vous vivez 24 heures sur 24 avec eux. Vous déjeunez avec eux, vous dînez, vous soupez, vous dormez avec eux. C'est pas un aspect juste de je me fais haïr, c'est pas grave stratégiquement, c'est lourd. Ça pèse ses épaules. Puis moi, sincèrement, je vais vous prendre le meilleur exemple. À Love Story 6, pas au 4, mais à Love Story 6, quand je suis arrivé à la 6e semaine, j'étais complètement drainé. Je pense même que ça paraît quand on écoute la saison. À la semaine 6, ça avait été tellement lourd depuis le début de l'aventure, j'étais complètement à ses genoux. Honnêtement, là, moralement, c'était extrêmement lourd. Et c'était... c'est comme... C'est comme ça. Je veux dire, c'est plate. Puis c'est pour ça que je comprends quand même. J'ai continué ma game. J'ai supporté le poids de cette lourdeur-là, de cette situation-là, parce que j'étais là pour jouer, j'étais là pour gagner. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas cette philosophie, ou du moins qui n'est pas prêt à... qui n'a pas l'absolu besoin de se rendre à la fin, je peux comprendre que la personne revienne en arrière et essaye de sauver la situation, de réparer un peu les pots cassés, puis d'essayer de faire de quoi de moyen dans la situation et de préserver l'image puis de préserver l'harmonie. Je peux le comprendre. Fait que c'est pour ça que je donne quand même le crédit à Lisandre d'avoir essayé quelque chose, mais même ses alliés les plus proches, je pense à Claude dans cette situation-là, n'allaient pas dans le même sens qu'elle, donc quelque part, si elle changeait les nominations, à l'exception de Camille, elle se mettait tout le monde à dos. Et ça, c'est dur. C'est extrêmement dur. Je le sais, je l'ai vécu, fait que c'est pour ça que je vous en parle. D'avoir tout le monde qui est contre toi, puis que tout le monde va voter de reculons, puis après ça, tout le monde va te blâmer du vote qu'ils ont fait. Je l'ai vécu, c'est pas facile. Puis il faut vraiment que tu ailles le couteau entre les dents puis que tu veuilles gagner à tout prix pour passer ce processus-là. Parce que ça fesse, puis que, tu sais, que le monde t'ignore, le monde arrête de te jaser, que t'es complètement isolé. C'est intense. Puis je pense que malheureusement, Lisandre n'a pas la personnalité pour supporter cet aspect-là. Deuxième aspect que je voulais vous parler, évidemment, c'est les départs. Donc, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais on a vu Varda qui a quitté l'aventure, avant même le vote. On voit que, comme Maxime voulait partir, on voit Lisandre, Claude qui sont prêts à partir aussi, qui sont zen face à ça. Je pense que la meilleure référence, c'est de vous ramener à mon tout premier vidéo où ce que je vous en parlais, de dire, dans une saison de célébrités, il y a beaucoup de célébrités qui sont prêts à sacrer le camp n'importe quand. Parce que c'est une saison de célébrité. C'est plate, mais ces gens-là, le calcul de ces gens-là, et c'est pour ça que c'est dur de prévoir une saison comme ça, parce que le calcul que ces joueurs-là font est très différent que d'une saison de newbie ou de nouveaux joueurs, de gens qu'on ne connaît pas. Une saison de newbie, la majorité des joueurs là-dedans sont très centrés sur leur personne. C'est-à-dire que le jeu représente le finalité.
Donc, eux, soit ça va être la visibilité qu'ils vont chercher, le fait d'être aimé du public, de pousser la machine, ou soit de gagner le prix à la fin, ou les deux, dans une saison régulière. Alors que dans une saison célébrité, il y a un autre enjeu qui est aussi majeur, sinon plus majeur que les autres, et c'est la préservation de leur image. Voyez-vous, quand vous participez dans une saison de célébrité, les joueurs sont quand même conscients de tout ce qui se passe et de qu'est-ce qu'ils peuvent projeter comme image. Généralement, il y en a que non, mais la majorité, oui. Et donc, de ce côté-là, eux associent leur image à une valeur monétaire. Est-ce que je suis en train de détruire la valeur que j'ai aux yeux du public ou je suis en train de l'améliorer? Je vais vous prendre un exemple. Richardson, présentement, joue très bien pour améliorer son image. Pas parce qu'elle était mauvaise au départ, mais c'est parce que la majorité du monde ne le connaissait pas. Je pense à Jean-Philippe, Rita Baga. Il a amélioré, ou elle a amélioré son image au fil des semaines et elle a sorti bien plus appréciée au final que même avant. Moi, je connaissais à peine de nom. Puis là, maintenant, je suis capable de vraiment mettre une personnalité positive face à son nom. Elle a donc maximisé le potentiel de sa présence à Big Brother. Donc, ces gens-là ont amélioré la valeur de leur image. Par contre, quand tu tombes dans un processus où tu as l'impression que ton image se détériore, tu as une perte de valeur de ton image. Et cette perte-là peut être catastrophique pour ta carrière. Par exemple, on va regarder comme Marie-Chantal Toupin. On peut regarder, Varda a été en vague. Heureusement pour elle, elle avait déjà une personnalité comme ça et elle l'assumait avant même de rentrer. C'est comme ça n'a pas tant changé. Mais je peux penser à comme Maxime, qui doit le savoir à l'intérieur de lui qu'il doit mal paraître à TV. Pas nécessairement que les gens vont le détester, mais genre, il fait rien. Il est plate. Il est juste là en parure. Tu sais, ça te trotte dans la tête de te dire, ouais, finalement, je suis peut-être pas vraiment important ici. Puis plus je passe de temps ici, plus ma valeur, ma plus ajoutée diminue par rapport à Big Brother. Donc, dans un contexte comme ça, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te bats, soit tu préfères dire, écoute, je sauve les meubles, je m'en retourne à la maison, je suis tranquille, puis je fais la paix avec tout ça. Et je pense que malheureusement, c'est que c'est un calcul que la production n'a pas pensé ou n'a pas assez développé avant de signer des artistes comme ça ou des célébrités comme ça, de dire, il y a des grosses chances que ces artistes-là vont vouloir sauver les meubles s'ils voient qu'ils sont plus en contrôle de la situation. Puis je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent être dans cette catégorie-là, qui peuvent en arriver à cette philosophie-là. On pense à Kevin, entre autres. On pense, bon, Claude, Lisande, Max. On peut penser à Kim. Moi, à mon sens, Kim peut potentiellement être quelqu'un qui peut partir. Donc, Emmanuel Auger, peut-être que s'il s'ennuie trop de sa famille, il pourrait quitter. Je pense qu'il y a des gens qui ne quitteront pas, peu importe ce qui arrive. On pense à François Lambert, je pense aussi Jean-Thomas Jobin. J'ai l'impression que c'est des gens qui vont rester à la fin, peu importe coûte que coûte. Mais la grande majorité n'auront pas cette philosophie-là. Et je vais prendre un exemple. Si Emmanuel Auger se ferait traiter de, je sais pas, de sexiste ou de raciste ou peu importe le terme, ce qui n'est pas le cas, mais, exemple, il se ferait. Ben, c'est un individu qui, probablement, pour préserver son image, va se sortir lui-même pour être sûr que sa valeur sur le marché artistique reste intacte. Ou en tout cas, qui en préserve le maximum. Et ça, ben, c'est un calcul que l'artiste fait dans sa tête. C'est un calcul probablement que certains agents d'artistes les ont quand même aussi emmenés avant même de rentrer dans l'aventure, de dire, écoute, ça commence à mal aller, s'il y a ci, s'il y a ça, faut que tu penses à ci, faut que tu penses à ça. Réfléchis telle chose pour pas perdre de ta valeur, pour pas perdre de contrat, pour pas perdre... Et ça va être quelque chose qui va le tourner dans la tête. Donc, est-ce que c'est plate pour nous autres en tant que téléspectateurs? Ben oui, c'est extrêmement plate. C'est vraiment, ça devient redondant, insignifiant, ça devient quasiment une joke. Mais c'était extrêmement prévisible. Je vous le dis, je pense que c'est directement dans mon premier vidéo qui date d'avant la série. Et je le disais que c'est sûr que ça allait arriver. Et évidemment, ça arrive. Et ça arrive, pour moi, de sortir
par soi-même, comme Marie-Chantal ou Varda, ou de dire aux gens « Ah, vous pouvez voter contre nous autres, on est zen face à ça ». Pour moi, c'est exactement le même principe. C'est purement le fait que tu es prêt à passer au travers du vote pour bien paraître versus le fait de juste sacrer ton camp. Mais pour moi, le processus est exactement le même. Maxime, même affaire. Je veux dire, il était prêt à sortir puis se faire éliminer, puis il n'y avait pas de problème. Ça démontre que ces gens-là... le jeu, ils ne s'en soucient pas, puis le jeu, est-ce qu'ils veulent vraiment le jouer? Pas tant. Alors qu'une saison de nouveau, les gens auraient voulu faire le place et auraient voulu se battre beaucoup plus. Il y a toujours des joueurs qui ne veulent pas se battre, qui trouvent finalement ça trop lourd. Bon, mais la grande majorité, c'est pas le cas. Fait que ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point que je veux emmener, c'est évidemment le fait que l'élimination cette semaine, très, très simple. Attendez-vous pas à quelque chose de flamboyant ou de spécial. Ce qui va arriver, c'est que Camille va utiliser son veto sur Maxime. Jean-Thomas risque de mettre Richardson à côté de Lisande et de Claude. Et Lisande et Claude vont se faire éliminer. Voilà. Ça va être à 98% de chance, c'est ce qui va arriver. La raison... On l'a vu lors des présentations de veto. Ça, je vais revenir un peu après. Mais Claude a vraiment fait le mime de Claude indiquait clairement à Camille utilise le veto sur Maxime. On est zen avec ça. Tout est beau. La vie est belle. Et on se casse pas la tête plus que ça. Fait que, objectivement, c'est ce qui va arriver. OK? Je pense pas qu'on aille de surprise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont étiré le veto. Et c'est là-dessus que je vais vous emmener. Encore une fois, ils ont étiré le veto sur 2 épisodes pour essayer de créer un supposé suspense. Mais c'est un suspense qui n'existe pas. Et ça, je trouve ça terriblement, terriblement cheap. Honnêtement, si je faisais pas mes vidéos pour vous autres, là, à ce deuxième événement-là de veto, là, j'aurais décroché, j'aurais fermé la TV, puis j'aurais dit non. C'est pas la TV, j'aurais fermé le site de nouveau. Mais j'aurais dit non, regarde, là, ça passe pas. Je m'en fous de ton show. Tu me prends vraiment pour un cave. Je déteste me faire prendre pour un épais quand j'écoute un show de TV. Si tu me fais quelque chose de même, il faut que ça en vaille la peine. Faut que, dans mon âme et conscience, je sois satisfait de ce qui va survenir. Puis je vais vous reprendre l'exemple que je vous avais donné la semaine dernière. Survivor, saison 20, Heroes vs. Villains. C'était le seul moment où ce que la production a coupé un vote. À ma connaissance, il y a peut-être eu d'autres choses, mais c'est le vote que j'ai en tête le plus. Et c'est le moment où on n'est pas sûr si Russell Hantz va utiliser son idole. Puis tu peux mettre... Puis comment qu'il va l'utiliser? Puis là, tu peux mettre... À ce moment-là, c'était juste une pause commerciale. C'était même pas sur 2 épisodes. C'était pas genre 3 jours après. C'était une pause commerciale. Et sur le coup, c'est quand même un peu frustrant. Tu fais comme... Ah, tu sais, c'est comme... Il aurait pu le montrer tout de suite. T'sais. Mais tu reviens de la pause commerciale. Et là, le showdown start. Un moment épique de télévision survient... Quand Russell utilise son idole, puis il l'utilise pas sur lui, il l'utilise sur Parvati, qui fait en sorte que ça fourre le plan des autres, qui sont sûrs que quand même le plan tient la route, et finalement tu te rends compte qu'il y a un joueur, Tyson, qui s'est complètement fourré sous son vote, et qui a fait en sorte que ça fait dérailler le plan de 6 joueurs contre 3, et que les 3 survivent, et qu'un des 6 joueurs part. C'était grandiose. Et c'est là que je me dis, là je vous l'ai sorti vite pour les connaisseurs de Survivor, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'était un moment épique de télévision et de télé-réalité. Le hype de l'avant-commercial valait la peine. Le hype avait été créé intelligemment et avait été créé qu'on en sort satisfait. On en sort... On sort de l'événement en soi, on fait comme « Ah man, c'était de la bonne TV ». Et ça, à ce moment-là, que la production utilise quelque chose comme ça, pour ça, je vous dirais, je suis prêt à l'accepter.
Mais si le show l'utilise comme la semaine passée pour vous créer un faux hype et vous faire croire de ah, il va peut-être avoir de quoi, vous allez voir, il va peut-être avoir de. Puis finalement, il n'y a rien. Ben, ça, c'est un show qui vous prend pour des épais. Et ça, c'est inacceptable. Tu peux montrer ton veto, ça change rien. Ton outcome va être pareil, la finalité de ta semaine va être pareille. Puis en plus de pas montrer si Camille utilise son veto ou non, ben tu vois quand même les mimiques de Claude qui fait comme oh, utilise-le sur Maxime. Pourquoi tu laisses cette séquence-là là? Si tu veux créer un hype, un faux hype avec l'utilisation du veto, je veux dire, oui, je serais sur le cul si Camille utilise son veto sur Lisande. Je serais vraiment sur le cul. Est-ce qu'elle va le faire? Ben non, elle le fera pas. Il y a des très très grosses chances, 98-99% de chances qu'elle le fasse pas. Je vais être le premier surpris si elle le fait. Mais elle le fera pas. Comme la semaine passée, comme les autres semaines, ça se fera pas. OK? C'est un jeu ultra prévisible. Les joueurs acceptent leur sort. Ils ne se battent pas pour survivre. Ou pratiquement pas. Ils veulent pas mal paraître. Ils veulent pas se faire haïr. Ils veulent pas se. C'est pas des joueurs. C'est des gens qui pensent à leur réputation. Et donc, à ce moment-là, Lisande, Claude sont à l'aise avec la situation. Ils sont prêts à partir. Ils vont partir pratiquement par eux autres mêmes en acceptant le sort. Et le pire là-dedans, c'est que, objectivement parlant, Lisandre et Claude ont quand même une fenêtre d'opportunité pour survivre. Et c'est ça qui est le pire dans tout ça, là. Parce que, si on regarde la situation, si Camille utilise son veto sur Lisande, il aurait pu être facile pour Claude d'aller voir, par exemple, Emmanuel et dire à Emmanuel... Écoute, on a toujours été respectueux l'un envers l'autre, on s'est jamais trahi. J'ai été patron, je t'ai pas mis. T'as été patron, tu m'as pas mis. Pourquoi qu'on continuerait pas cette alliance-là ensemble? Tu fais partie d'un groupe de personnes, c'est correct. Mais moi, je te garantis que je vais te respecter jusqu'à la fin du jeu. Vote avec moi, puis vote contre Richardson et Maxime. Je vous dis pas que c'était gagné d'avance. Aucunement. C'était peut-être du 50-50, peut-être même 40-60. Mais Claude avait des opportunités d'aller chercher Emmanuel. Peut-être que Emmanuel l'aurait dit non à cause de Lisande, de ce qu'elle a dit, même si c'était très drôle. J'ai quand même adoré les séquences de Lisande qui envoyait chier tout le monde. Mais ça reste quand même que Claude avait une opportunité avec Emmanuel. Et le fait qu'il y ait une opportunité avec Emmanuel pouvait ouvrir la porte à autre chose, pouvait ouvrir la porte à une possibilité de changer la donne. Fait que, parce que là, tu te ramasses avec un 3 votes sur Richardson, un 3 votes sur Maxime Landry, et ça fait en sorte que les autres votes sont ceux qui vont déterminer le sort de Claude. Peut-être que les autres votes auraient resté ensemble, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu créer un revirement de situation, aurait voulu prendre la balle au bon. Peut-être que Jean-Thomas aurait été assez niaiseux de mettre un autre individu que Richardson sur le bloc. Je pense pas. Mais ça aurait pu arriver aussi. De dire, je vais mettre Kevin parce que de toute façon, ça va passer. Ça va être un vote contre Maxime et Claude, puis that's it, et sécuriser Richardson dans son alliance. Il y a plein de choses qui auraient pu se produire. Donc, c'était, entre parenthèses, jouable. Pas gagné, mais jouable. Mais non, ils ont décidé de simplement faire comme, non, on s'en va de les deux, on n'essaye même pas. Puis c'est ce qui va arriver. Je pense que Lisande et Claude vont se faire éliminer lors de la spéciale du dimanche. Puis bon, c'était prévisible. Fait que le veto va être utilisé sur Maxime. Fort probablement que c'est Richardson qui va prendre sa place. Des grosses chances. Je pense pas qu'il y ait de revirement stratégique en arrière de tout ça. Honnêtement. De toute façon, un des deux de Claude et Lisande va se faire éliminer. Peu importe dans un tel contexte. Et si ça arrive, ben l'autre voulait partir avec de toute façon. Fait que je pense qu'on n'est pas gagnant là-dessus. Je pense que c'est prévisible. Et la façon que le show est monté, ben j'ai souvent l'impression qu'on nous prend pour des épais.
Et c'est un sentiment que je déteste profondément. Et honnêtement, si c'était juste de moi, si c'était vraiment de mon sentiment le plus profond, j'aurais arrêté d'écouter le show. Honnêtement. Je vous le dis de même. Bon. Du côté de Kim. Ah, Kim. Man, elle joue mal. Elle joue mal, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai aucun problème avec une personne qui s'en va d'un jeu de même puis veut rester intègre à n'importe quel prix. J'aime pas ça. Mais au minimum, je respecte la personne. C'est-à-dire comme Claude. Je vais prendre l'exemple de Claude. Pour moi, je trouve qu'il fait de la mauvaise TV. Il est plate. Il est... Tu sais, il risque rien. Mais bon, il se respecte. OK. J'espère qu'il se fait éliminer. Tu sais, qu'il va se faire éliminer. Mais je respecte sa philosophie. De dire, moi, je reste une bonne personne, pis tout. Le problème de Kim, c'est que, à part la saison de Instagram, moi, je suis une bonne personne, je veux rester loyal, je suis une personne qui dit avec tout. Puis là, t'as eu l'histoire avec Laurence, qui était comme, OK, ouais, t'as fait une erreur, t'étais bien intense. Puis là, elle refait des gaffes de même avec son speech. Non, mais je suis une bonne personne. Puis là, ça pleure, puis là, c'est comme, oh, mais, tu sais, je me sens pas bien, pis tout. Puis là, cette semaine, elle parle à, je pense que c'était à Lisande. Puis là, j'ai comme, non, mais c'est ça le jeu. C'est ça, il faut jouer de même. Puis dans ma vie de dehors, c'est pas ça. Mais ici, oui, je vais le faire. Puis c'est comme, hey man, t'arrêtes-tu de le changer ton speech? Hein? T'es-tu capable de. Tu sais, pourquoi tu t'es pas assumé dès le début? Tu sais, j'aurais préféré Kim au début, avec la rente de faire comme, j'y ai menti parce que. Tu sais, je suis une bonne personne à l'extérieur, mais ici, je vais faire tous mes coups, puis je veux gagner à la fin. Je suis une battante, je vais gagner, peu importe. Puis même si c'est d'écraser les autres, j'ai aucun problème. Là, à ce moment-là, j'aurais dit, ok, d'accord, ben là, j'ai hâte de voir ça, il y a pas de problème. Vas-y, ma grande, puis je prends pour toi. Mais comme sa montagne russe émotionnelle et stratégique est comme... Hein? Puis j'en suis rendu au stade que les gens disaient, tu sais, la victoire de Kim est quasiment assurée à la fin. Puis là, je regarde comment elle joue, puis je suis plus sûr. Moi, je suis rendu à du 70-30, 60-40, dans le sens de dire, ça dépend ce qu'elle fait dans l'avenir, et ça dépend contre qui elle va se retrouver à la fin. Ben honnêtement, tu sais, c'est plus aussi vrai que ce que c'était à la première semaine, mettons. Le problème d'un jeu de même, c'est toujours quand tu montes une certaine image et que tu fais autre chose, puis que les gens se sentent trahis. Puis ça, je vais y revenir tantôt parce que, évidemment, il va y avoir un gros topic là-dessus avec Jean-Thomas. Mais c'est ça, Kim varie trop dans cette façon de jouer. Et malheureusement, ça crée un déséquilibre de la stratégie, mais aussi je pourrais dire, de la moralité de la joueuse, de la façon que le public va l'apercevoir et que les autres joueurs vont l'apercevoir. Parce que là, présentement, ceux qui sont alliés avec, c'est une chose, mais ceux qui se font éliminer, ça en est un autre. Et je suis pas sûr que les gens vont être prêts à y donner la victoire, peu importe, vu les comportements qu'elle adopte. Je pense que c'est ça. Puis t'as beau blâmer Camille pour une certaine partie de ton changement d'attitude, je peux comprendre, mais ça explique pas tout. Et malheureusement, ben Kim est un peu dans cette situation-là. Fait que j'ai hâte de la voir évoluer, mais j'ai l'impression que plus les semaines avancent, plus elle se tire dans le pied. C'est comme un sentiment weird. Et encore cette semaine, il y a une autre fille qui va partir, logiquement. Il y a une autre fille qui va partir. Fait que Kim va devenir une cible très, très grosse, très vite. Moi, j'aurais profité, comme je vous parlais tantôt, de la stratégie si Camille avait utilisé son veto sur Lisanne. J'aurais profité de la situation pour sauter de bord et éliminer, mettons, Richardson et Maxime. Je comprends que moi, personnellement, c'est pas nécessairement ce que je veux voir à TV. J'aimerais bien ça voir Richardson aller plus loin. Mais mettons, on prend d'un point de vue stratégique, j'aurais préféré me situer entre les deux alliances et aller d'un bord puis de l'autre, puis essayer d'améliorer ma position en le faisant. Vu qu'il y avait vraiment une guerre ouverte entre les deux clans qui s'était créée, que d'arriver puis d'éliminer Lisande et Claude et de tuer cette
cette guerre de clans-là dans l'œuf, on pourrait dire, et de te ramasser dans le jeu et être une des joueuses les plus puissantes qui restent pour à vaincre à la fin. Donc, je suis comme... Fait que, stratégie de Kim, très ordinaire, voire médiocre jusqu'à maintenant. Je suis pas fan de comment Kim gère le jeu. Et c'est pas une question de trahir des gens. Trahir des gens, pour moi, oui, ça fait partie du jeu. Mais si tu trahis des gens, commence pas à nous faire chier avec ta moralité puis dire ouais mais moi je suis une bonne personne puis là oui dans le jeu je vais faire certaines choses mais pas trop mais j'assume certaines affaires mais j'assume pas d'autres affaires parce qu'il y a des affaires ben c'est pas de ma faute c'est Camille qui décide de non assume-toi à fond la caisse ou assume-toi pas pantoute puis fais-le pas. Je trouve que c'est trop brouillon sa façon de jouer puis j'aime pas ça. Honnêtement je trouve ça un peu pathétique de la voir pédaler sans arrêt. C'est comme c'est bon. Après ça, côté technicalité, je vous ai parlé de l'histoire du veto. La fin de l'épisode, encore à chier. On a eu aussi la double élimination avec l'obligation de jouer le veto, mais double élimination avec une triple 3 joueurs, dans le fond, une triple nomination. Encore là, honnêtement, c'est pour mousser le show. La production a cherché une façon de créer quelque chose qui pouvait changer la donne, puis malgré ça, ça n'a rien changé. Le monde se porte volontaire pour se faire éliminer. Il n'y en a pas de problème. Ouais, let's go. Puis ils ont essayé de faire en sorte que la semaine soit moins prévisible. Puis ça a resté exactement la même maudite affaire. C'est la prévisibilité à plein. Donc, la production essaye vraiment de faire de quoi. Je suis comme... Vous auriez dû y penser bien avant. mais bon, il essaye. Il essaye, mais je trouve ça un peu... c'est un peu à chier le façon de le faire, mettons. Fait que... bon. Après ça, là, ben, évidemment... oh oui, c'est vrai. J'avais pris une note pour un lip dub. C'est vrai, elle était en bas de ma liste. Hein. Fait que le lip dub... Il y a des gens qui me l'ont commenté, ils ont dit « Mais qu'est-ce que t'as pensé du lip dub? » Puis là, je regardais ça, puis quand je l'ai visionné, le seul sentiment sincère que j'ai eu en dedans de moi, c'est comme « Ah, ils ont vraiment rien à montrer. Hein. » Tu sais, fondamentalement, là, faut-tu que le show soit plate en sacrifice, mais genre profondément, pour qu'il aille à montrer ça. Puis, je vais faire une référence à Love Story 6. À Love Story 6, on l'avait fait aussi. Mais c'était in de le faire à cette époque-là. Tu sais, c'était comme quelque chose que... C'était quelque chose qui était comme populaire à faire à cette époque-là. Fait que d'avoir la mentalité de dire on va faire quelque chose de populaire pour que les jeunes embarquent un peu, puis tout, même si je trouvais ça nul à chier comme concept, c'est pas grave, je peux le comprendre un peu mieux. Mais genre 10 ans après, là, c'est plus une affaire, le lip dub, là. Tu sais, je veux dire... Tu sais, c'est comme... Je sais pas, c'est comme... J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça plus drôle et weird que pertinent ou intelligent ou peu importe. J'ai trouvé que c'était une façon d'arriver puis de remplir les émissions. Honnêtement, c'était du remplissage. C'est parce qu'il y avait absolument rien à montrer. Honnêtement, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je peux pas voir d'autre chose. Puis qu'ils fassent l'activité pour divertir le monde à l'intérieur, sans nous le montrer, parce que même nous autres, on avait des activités des fois, puis ça n'a jamais été montré à la TV, ou même nos soirées de films, ou des choses comme ça. Fait que je peux comprendre que des activités comme ça, juste pour divertir, parfait, bon, ça remplit la journée des joueurs, mais de voir, tu sais, c'est quoi, ça a duré peut-être 5 minutes, là, t'es comme, hein? Tu sais, de toutes les choses que tu pouvais montrer, genre, t'as pas montré les séquences de Marie-Chantal Toupin, mais tu me montres un lip dub. Ah, c'est bien. T'as pas trouvé le temps pour Marie-Chantal, hein? Non. Puis t'as pas trouvé le temps non plus sur la supposée chicane ou grosse affaire qui est arrivée, genre cette fin de semaine-là, puis que ça a dégénéré au point que la production a dû intervenir. Non, ça a pas été montré, ça non plus. Ça se montre pas. Mais tu me montres un lip dub de merde,
pendant 5 minutes de temps. Ça, encore là, ça montre qu'ils n'ont pas le contrôle sur le show. Honnêtement, ça montre que... Et puis, je veux pas... Comme là, là-dessus, je peux pas jeter la faute sur le montage. Parce que pour moi, c'est pas le montage qui est le problème. C'est parce que la production doit pédaler pour essayer de faire de quoi, puis ça réussit pas. Puis, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur l'hip-hop, sans rentrer sur de l'insulte gratuite, je dirais. Évidemment, là, je vais embarquer sur le gros sujet. Je pense que la majorité devait angoisser pour que j'en parle. C'est pas... Je tiens à dire que c'est pas nécessairement... Je pense pas changer l'avis des fans de Jean Thomas nécessairement avec cette analyse-là. Peut-être un peu, peut-être mettre un doute, peut-être une meilleure analyse. Mais je veux quand même vous expliquer certains concepts et pourquoi que Jean Thomas agit pas bien par rapport à ces concepts-là. Premièrement, le titre de patron. Okay? Le titre de patron se gagne habituellement pour 3 raisons. Et seulement 3 raisons. La première raison, si tu te sens fondamentalement en danger. C'est-à-dire que si tu as l'impression que réellement la majorité des joueurs veulent te voir sortir de la maison, que tu as vraiment une cible gigantesque dans le dos et que tu le sais que tu es dans la merde si tu ne gagnes pas le titre de patron, alors oui, le titre de patron devient positif à gagner. Donc, je vais prendre un des exemples dans Big Brother US. Janelle, meilleur exemple de tout ça. Janelle savait, dans la saison 6, entre autres, que dès qu'elle ne gagnait pas le titre de patron ou même un veto, elle se faisait sortir. C'était automatique. Tout le monde, ou presque, la ciblait allègrement. Elle n'avait pas le choix. Et on peut transposer ça un peu comme dans Survivor. On peut penser à Michael Owe qui a dû gagner 5 immunités en ligne pour se rendre à la fin, parce que dès qu'il ne gagnait pas, il se faisait éliminer. Donc, ce titre de patron-là, de le gagner pour te sauver le cul et peut-être essayer de changer un peu la donne, la perception que les gens ont ou n'importe quoi, peut être bénéfique si tu es en danger. La deuxième possibilité, c'est que si, par exemple, tu veux créer je pourrais dire un coup d'éclat. Par exemple, tu veux devenir patron et tu veux twister la game complètement. Tu veux faire revirer de bord complètement la game, probablement pour t'obtenir du crédit pour la finale. Arriver à dire « J'ai été le joueur qui a fait éliminer tel autre joueur. Je suis le joueur qui a provoqué telle chose. » Je pense que Lisande était dans une belle situation la semaine passée comme ça avec justement Jean-Thomas Jobin. D'arriver et de dire « Je suis patron, les gens ne s'attendent pas que je le nomine puis j'essaie de le sortir. » Par exemple, ça peut être une bonne stratégie. Et à ce moment-là, à la fin, tu peux prendre le crédit. Te dire « Écoutez, Jean-Thomas, je vois bien, c'est moi qui l'ai sorti. » De provoquer réellement une situation que les gens ne s'attendent pas pour complètement twister la game de bord et essayer de provoquer quelque chose qui va te donner du crédit à long terme ou de bâtir une alliance que les gens ne s'attendent pas que tu vas bâtir. En tant que patron, tu vas être capable de bâtir ce genre d'alliance-là. La troisième possibilité, c'est de donner des bases plus solides à ton alliance, d'arriver puis d'essayer de faire en sorte que ton alliance est trop proche de l'autre alliance, par exemple, et tu le sais que, par exemple, t'es en train de te battre pour le titre de patron et c'est tous les gens de l'autre alliance qui sont en avance et toi, tu vas te donner un peu plus en disant il faut que je présente mon alliance parce que je sais pas qui de mon alliance va se faire nominer. Je peux être là-dedans, les autres peuvent être là-dedans, mais je vais perdre un joueur si l'autre alliance gagne. Tu peux aller vers cette dynamique-là. Donc, au lieu d'arriver et de sentir la pression sur toi en tant qu'individu, comme je vous disais dans mon cas numéro 1, tu sens la pression, mais en tant qu'alliance en globalité. Ça, c'est les règles pour le titre de patron. Là, je veux que vous preniez en compte, ok? Je veux que vous réfléchissiez, surtout les fans de Jean Thomas. Je veux pas que vous regardiez la semaine à la fin, après la twist. Je veux
que vous regardiez la semaine avant que la twist soit annoncée. C'est-à-dire selon la perspective de quelqu'un qui gagne normalement le titre de patron de façon normale. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne le titre de patron, qui obtient l'immunité, qui met 2 personnes sur le bloc, et potentiellement une 3e si le veto est utilisé. Je veux que vous ayez cet aspect-là en tête, parce que c'est cet aspect-là qu'il faut qu'on gère par rapport à Jean Thomas. C'est sa pensée de ce moment-là qui est importante. La twist est quelque chose à laquelle il faut qu'il s'adapte, et ne fait pas partie de sa stratégie. Donc, premier aspect. Est-ce que Jean Thomas était foncièrement en difficulté cette semaine de dire que les gens le ciblaient et qu'il était à risque de partir? La réponse est non. Une seule joueuse a fondamentalement exprimé le fait de l'éliminer et c'était Lisande. De dire potentiellement je le mettrai en nomination et là même à ça, elle n'avait pas le vote pour le sortir. Mais il y avait Lisande. Lisande ne peut pas être patronne. Elle n'est même pas en contention de devenir patronne à ce moment-là. Donc, tes risques de te faire nominer sont très faibles. Les chances de te faire sortir sont extrêmement faibles. Donc, on s'entend que le point numéro 1 ne s'applique pas à Jean Thomas. Point numéro 2. Tu veux créer quelque chose. Tu veux créer un revirement de situation. Avec l'élimination de Lisande et Claude cette semaine, il y a un revirement de situation. Donc, on pourrait dire, ah, Jean Thomas, il a créé une belle situation. Lisande et Claude, c'est quand même 2 gros joueurs qui vont partir, 2 joueurs d'une même alliance. Il va avoir miné complètement l'autre alliance. C'est quand même impressionnant. Mais encore là, je vous ramène à ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. C'est pas ça le Jean Thomas du début de la semaine. Jean Thomas du début de la semaine, comme coup d'éclat, voulait mettre en nomination Maxime contre Richardson. Je sais pas pour vous autres, mais est-ce que vous considérez réellement ça comme un coup d'éclat? Puis il voulait éliminer Maxime. Il n'y avait pas une stratégie élaborée de dire je vais mettre Maxime Richardson, quand le veto va se gagner, je vais m'assurer que le veto soit utilisé et boum, je blindside Kevin. Non. Maxime Richardson, on élimine Maxime. Point. C'était ça sa stratégie de début de semaine. C'était ça. C'était en tant que patron, il avait gagné le titre de patron pour sortir Maxime Landry. Le joueur le plus insignifiant de la saison. Le joueur qui ne fout rien. Le joueur qui veut partir de lui-même. Ton titre de patron, tu vas l'utiliser pour ça. On s'entend que c'est pas un coup d'éclat. Je pense qu'on est capable de se dire tout ensemble que c'est pas un coup d'éclat. C'est pas de la bonne TV non plus, mais ça, on va y revenir. 3e possibilité. Que son alliance soit en difficulté et qu'il y a des chances que son alliance soit nominée cette semaine. On se rappelle le titre de patron, la compétition de patron. Ils sont tous dans des cercueils. Et tous les joueurs, sans exception, qui pouvaient potentiellement nominer son alliance, avaient tous abandonné avant lui. Sans exception. Il restait Claude. Potentiellement. Sinon, vous aviez quoi? Kevin, allié avec lui. Kim, allié avec lui. Et François Lambert, allié avec lui. Et vous avez Claude, qui est un gars ultra respectueux, qui veut respecter absolument son alliance à tout prix, même si ça lui coûte la game. Est-ce qu'on peut considérer ici que le titre de patron était nécessaire pour préserver son alliance? La réponse est non.
Parce que son alliance allait survivre. Peu importe qui gagnait le patron, son alliance allait survivre. Il n'y avait personne, logiquement, de son alliance qui allait se retrouver sur le bloc. Fait que ma question par rapport au titre de patron, c'est... Vierge, pourquoi tu l'as gagné, Chris d'épais? Parce que, ultimement, là... Tu ne veux pas le titre de patron si tu es capable de l'éviter. Les plus grands joueurs de l'histoire de Big Brother n'ont jamais ou ont essayé le moins possible de gagner le titre de patron. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes le titre de patron, tu te crées artificiellement des ennemis que tu n'as pas besoin d'avoir contre toi. Tu montes tes cartes beaucoup plus vite aussi. Tu trahis du monde. Ou si tu ne trahis pas, au moins, au minimum, comme je dis, tu leur montres de quel bord que t'es. Il y a des bien plus grosses chances que les gens voient ton alliance exposée en face de tout le monde en gagnant un titre de patron. T'as beaucoup moins de possibilités de jouer en arrière-scène, de manipuler ce qui se passe. T'es comme fourré un peu avec un titre de patron. Faut que ton titre de patron te fasse gagner quelque chose d'important. C'est comme une game d'échecs. Sacrifier une pièce, c'est correct. Ça te rapporte plus que le sacrifice que t'as fait. Tu sacrifieras pas une reine sur un pion. Ben, c'est exactement le même principe. Tu ne gagnes pas ton titre de patron stratégiquement pour faire un move de marde avec. Parce que la semaine prochaine, tu peux pas le jouer ton titre de patron. Tu peux pas rien faire la semaine prochaine. T'es dans la merde la semaine prochaine si les gens te ciblent. Tu viens de perdre une opportunité en or de laisser quelqu'un de ton alliance faire le move d'éliminer quelqu'un que t'as pas besoin d'éliminer toi-même. Et tu peux continuer à zigzaguer et à laisser croire aux gens que ben je suis un peu de votre bord, je suis un peu de l'autre bord, moi je zigzague, je suis un peu avec tout le monde, je suis ami, je suis ci, je suis ça. Alors que là, tu montes ton jeu clairement à tout le monde. Tu te mets à risque, tu te mets une cible dans le dos pour rien. Comme je vous dis, à la base, sa stratégie était d'éliminer Maxime Landry. Maxime! On s'entend là, c'est pas une bonne... C'est comme... Tu perds une semaine de patron sur Maxime Landry. Puis oui, au final, Claude et Lisandre vont être éliminés. Mais c'est pas à cause de Jean-Thomas Jobin, là. Toute la semaine, on a vu très bien François Lambert qui, lui, c'est plate à dire, voit la game beaucoup plus intelligemment que Jean-Thomas. Qui est arrivé, puis la seule chose qu'il a faite, c'est d'essayer d'avoir Maxime, puis il fait comme, non, essaye de rester, puis je suis prêt à t'aider de rester, puis tout. Parce que François Lambert a vu l'opportunité de garder un joueur complètement effacé, complètement nul à chier dans une game, et d'éliminer des joueurs beaucoup plus gros. Puis quand François Lambert a commencé à faire son démarchage envers Jean-Thomas Jobin, Jean-Thomas se sentait pas à l'aise, puis émotionnellement, puis ci, puis ça, puis je suis comme ci, puis je suis comme... Puis François Lambert l'a mangé. François Lambert l'a dominé. Il a imposé ce qu'il voulait et Jean-Thomas Jobin a été un petit chien qui a juste accepté son sort. C'est bien de valeur, vous l'aimez, mais c'est ça. Moi, personnellement, la chose que j'aurais faite à la place de Jean-Thomas dans une situation lors du titre de patron, dès que j'ai vu que tous les joueurs qui pouvaient potentiellement me mettre sur le bloc, qui avaient même une probabilité très très mince d'aller contre moi ou contre mon alliance, abandonnaient la compétition, j'aurais abandonné tout de suite. J'aurais peut-être attendu 2 minutes, puis boum, ok, j'abandonne, puis j'aurais sacré mon camp. J'aurais peut-être gagné le titre de patron quand même, mais je ne l'aurais pas gagné volontairement, je l'aurais gagné par pur hasard. J'aurais pas tenté de le gagner. Fait que là, à ce moment-là, si tu quittes 2 minutes après en disant « Non, moi, je voulais pas le gagner, j'ai attendu que tous les joueurs qui étaient contre moi ou qui pouvaient être contre moi et mon alliance débarquent de la compétition. » J'ai débarqué tout de suite après. Boum! Le timer fait en sorte que j'ai gagné quand même parce que je suis le plus proche du 60 minutes.
Ça peut arriver. C'est pas grave. C'est arrivé dans l'histoire de Big Brother que t'as du monde qui voulait abandonner les compétitions, qui voulait ne pas les gagner, puis finalement, ils les ont gagnés par hasard. J'en aurais pas voulu à Jean-Thomas à ce moment-là. Et là, sa stratégie avec Maxime aurait fait beaucoup plus de sens, aurait été beaucoup plus logique. De dire, je veux pas me salir trop. Mon but, c'était pas de gagner le titre de patron. Non, il voulait gagner le titre de patron. Il a forcé pour gagner le titre de patron. Il s'est craqué pour être juste par rapport au timer et gagner le titre de patron. Tout ça pour éliminer Maxime Landry. Voyez-vous que ça fait pas de sens stratégiquement? Fait que moi, j'aurais abandonné. J'aurais attendu que les joueurs qui vont contre moi sortent de la compétition. J'aurais abandonné tout de suite après. J'aurais peut-être gagné le titre de patron, mais je pense que dans le timer, à peu près à 1 minute, 2 minutes après, je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné après, qui auraient remporté le titre de patron. Ça aurait été bien correct. J'aurais pu essayer de tirer les ficelles en arrière-scène. Ça, c'est moi ce que j'aurais fait. Mais mettons que on continue avec l'idée que Jean-Thomas Jobin remporte son titre de patron. Quand même. Puis que j'aurais été un peu dans sa situation. Quel aurait été le premier move que j'aurais fait à ce moment-là? Mon but est d'éliminer Maxime Landry. OK, mettons. Je veux pas me salir trop les mains. Et je vais donner le bénéfice du doute. Je veux pas me salir trop les mains. Je veux pas provoquer. Je veux pas brasser la cabane. Je veux jouer un jeu très low profile. Continuer à jouer. Bon. Première chose que j'aurais été voir, c'est Maxime Landry. J'aurais dit, écoute Maxime, je sens que t'es plus là. T'es plus dans le game, pis tout. Pis tu le sais, je t'apprécie beaucoup en tant que personne. Tu le sais, je suis proche de toi quand même, puis on se parle, puis tu sais, je trouve que t'es tellement une bonne personne, tout. Mais je veux pas te faire chier. Je veux pas aller contre toi puis te blesser ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, ma question c'est, tu veux-tu partir? Veux-tu quitter l'aventure? Parce que si tu veux quitter l'aventure, je vais te mettre en nomination. Non pas parce que c'est ce que je veux, mais parce que je tiens à te respecter. Puis là, si Maxime Landry dit, ouais, j'aimerais ça partir. Parfait, pas de problème. Je respecte ça. Écoute, je vais te mettre en nomination. Je sais pas contre qui encore, mais je vais te mettre en nomination. Et là, tu t'en vas voir toutes les autres. Et tu dis, écoutez, Maxime Landry a pris la décision qu'il voulait probablement quitter. Y a-tu quelqu'un qui se porte volontaire pour aller contre lui? Moi, je veux pas faire chier personne, pis c'est pis ça. Et c'est sûr qu'avec la gang de genre, je suis une bonne personne puis je veux pas montrer aucun trait stratégique, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui aurait fait comme, oh, ok, je vais y aller contre Maxime Landry. Ou t'aurais eu Richardson qui fait comme, bah, ok, je me porte volontaire ou peu importe. C'est sûr qu'il y aurait eu quelqu'un qui se serait porté volontaire. C'est plate, mais c'est pratiquement sûr que quelqu'un se serait porté volontaire. Et à ce moment-là, t'as vraiment accompli ce que tu veux accomplir, c'est-à-dire avoir 0 goutte de sang sur toi. Pas avoir fait rien de négatif durant ta semaine de patron. Tu as mis une personne qui voulait être là, qui voulait se retrouver sur le bloc, tu lui as donné le présent qu'elle voulait, qu'elle recherchait, et la deuxième personne a été purement volontaire. Donc, elle s'est mise volontairement là. Donc, logiquement, t'as pas de sang sur les mains. Et là, à ce moment-là, si, mettons, t'as pas de volontaire, qu'est-ce qui se passe quand t'as pas de volontaire? C'est simple. Là, à ce moment-là, t'enclenches le processus que Jean-Thomas Jobin a fait, mais pas comme Jean-Thomas Jobin l'a fait. Celui de Richardson. Tu vas voir Richardson, et là, tu y offres une alliance. Et je pense que de toute sa semaine, Jean-Thomas Jobin, là où il a échappé le plus stratégiquement, a été dans sa conversation avec Richardson. Sincèrement, là, j'avais pitié pour Jean-Thomas lors de la conversation avec Richardson parce que je trouvais tellement que son speech était nul à chier. Désolé, j'utilise encore ce terme-là, mais c'était pathétique à voir, c'était humiliant à voir à quel point que c'était brouillon, que c'était irréfléchi, que ça avait ni queue ni tête stratégique. Je vous explique.
Donc, moi, être dans la peau de Jean-Thomas, je serais allé voir Richardson, comme il l'a fait. Donc, le move était bon. De dire, écoute, on pourrait être en alliance ensemble, on pourrait être... Mais de la façon que Richardson parle, première chose, Richardson signifie que, puis Jean-Thomas le signifie aussi, c'est la première conversation stratégique du jeu qu'ils ont ensemble. Tu sais, des fois, malheureusement, on ne peut pas interpréter ce qui se passe à la télé. On peut se dire, ben, peut-être qu'il y a eu plein d'autres choses en arrière-scène qui n'ont pas montré. Puis, tu supposes qu'un joueur comme Jean-Thomas ou François Lambert va essayer de parler stratégique avec tous les joueurs, ou va essayer de s'incruster un peu, connaître le beat, connaître un peu comme... Non! Première conversation stratégique entre Jean-Thomas et Richardson. Puis là, Richardson aurait pu approcher Jean-Thomas aussi, là. On s'entend, là, au fil du temps. Mais Richardson se dit pas comme un joueur ultra stratégique. C'est un phénomène, c'est tout, là. Il y a rien, tu sais. Il se considère pas comme un mastermind ou quelqu'un qui contrôle les autres. Jean-Thomas Jobin, oui. Mais tu laisses de côté complètement Richardson. Ce qui veut dire que fort probablement, tu as laissé de côté chaque personne de cette alliance-là, stratégiquement parlant. T'avais le nombre, t'es as mis de côté. Tu t'en es pas soucié. Il était pas important pour toi. Malheureusement, tu vas comprendre à un moment donné que quand tu arrives en finale, ces petits moves-là, d'essayer de parler à tout le monde et tout, c'est important quand le monde vienne pour voter. Parce que si tu te ramasses avec quelqu'un qui a pris la peine d'essayer de connaître un peu et de parler stratégique et de donner comme un peu d'espoir à ces gens-là, mais il y a des chances que les gens puissent voter pour toi rendu en finale, beaucoup plus. Mais passons. Donc, il parle avec Richardson, puis il faut que je trouve la quote, attendez un peu. Il avait dit... ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce qu'il avait dit... il voulait garder Rich un bout de temps. Et là, Jean-Thomas qui exprime... Parce que j'ai pas la quote exacte que je voulais vous sortir, je suis désolé. Je pense que je ne l'ai pas noté. Mon erreur. Et donc, il dit à Rich... Il exprime à Rich... puis je veux que vous ayez ça en tête. Première conversation stratégique avec Richardson. C'est la première fois qu'il parle de stratégie avec Richardson. Il connaît pas le pouls de Richardson dans ce contexte-là. Il sait pas si Richardson veut à tout prix démanteler son alliance. Il sait pas si Richardson a conscience de toute la stratégie dans le jeu. Il sait pas si Richardson connaît les deux clans, Il n'y a aucune espèce d'idée, ou du moins on suppose qu'il y a que très peu d'idées. C'est leur première conversation stratégique. Il n'a pas tâté le terrain avec Richardson. Donc, le but, en premier, c'est de gagner un peu la confiance de Richardson. C'est d'arriver et de bâtir de quoi autour de « Ah, ben, je vais lui parler, puis je veux savoir un peu comment qu'il feel. » Puis après ça, tu peux lui donner des brindilles, tu peux lui donner des petites choses à lesquelles s'amuser. Puis tu vas essayer de l'amener tranquillement, pas vite, de ton bord à toi. Pas de ton alliance. À toi. Parce que t'as beau avoir une alliance autour, il y a juste une personne qui gagne à la fin. Non. Jean-Thomas commence la conversation, puis peu importe le temps qui s'est écoulé lors d'une première conversation stratégique, t'es Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles toute ta stratégie à Richardson. Sans savoir si Richardson a des alliances cachées avec François Lambert, avec Lisande, avec Camille, ou... tu sais rien pantoute. Ou du moins, tu as conscience de rien, et tu es déballe de faire comme, ouais, ben on est une alliance, moi j'étais avec Cube, j'étais avec François Lambert, puis on va se rendre à la fin, puis là, l'insulte à l'injure, tu vas lui dire, ben t'as pas ta place dans cette alliance-là, mais en tant que sixième, on est prêt à t'emmener. Essayez de vous imaginer, essayez de vous mettre ça dans le contexte dans votre vie quotidienne. N'importe quel élément, là. Mettons là, vous vous intéressez à quelqu'un. Un gars, une fille, peu importe. Puis là, le gars ou la fille qui vous intéresse vous dit, ben écoute,
J'ai 3 filles qui m'intéressent déjà, mais tu ferais une bonne 4e. Mais je vais prioriser les 3 autres. Ça va être quoi le sentiment profond, vous pensez? Est-ce que vous allez avoir un sentiment comme « Ouh, je me sens privilégié. Ah, je suis 4e, c'est merveilleux. » Non. Vous allez pas vous sentir de même. OK? Vous allez vous sentir comme une marde qui va être juste utilisée à des fins stratégiques pour le groupe ou les autres. T'es genre un bouche-trou. On sait pas par qui prendre pour mettre dans ce spot-là, fait que c'est toi qu'on a choisi. Prends ton trou, accepte ton sort rendu à cette position-là, puis la vie est belle. Est-ce que stratégiquement, ça fait du sens? Est-ce que intellectuellement et socialement, ça fait du sens? Ça fait sentir la personne comme une marde. Ça fait sentir le joueur. Est-ce que vous pensez que vous allez obtenir la loyauté de ce joueur-là? Aucunement. Le joueur, lui, il veut pas se rendre 6e. Il veut se rendre premier. Il veut avoir l'espoir de se rendre premier. Et c'est là que les grands manipulateurs de shows de télé-réalité, de Big Brother, excellent. Ils sont capables de faire croire à certaines personnes précises, de dire « Non, non, c'est avec toi que je veux me rendre très loin. » Puis à ce moment-là, t'es peut-être rendu dans les 3 derniers, on va se battre pour savoir c'est qui sera en fin. Parce que si t'es rendu fort, peut-être que je te voudrais plus ou n'importe quoi, mais ça va être juste parce que t'es rendu fort. Puis même s'il respecte pas le parole vraiment, un très bon joueur va s'arranger pour que l'autre joueur se fasse éliminer sans que lui soit entaché du sang de ce joueur-là. Ça, c'est stratégiquement la meilleure façon à faire. Fait que si tu t'en vas voir Rich, moi, ce que j'aurais dit à Rich, c'est de dire « Écoute, je suis allié avec des gens, mais je sais pas pourquoi toi, je te fais beaucoup plus confiance. T'es un individu en lequel je crois, t'es funné, on est le même genre. On est comme pareil. Je suis humoriste, t'es humoriste, puis je sais pas, je t'ai vu agir avec les autres. Depuis le début, t'es dans une autre alliance que la mienne. Mais t'as resté loyal envers cette alliance-là, et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Énormément de valeur. Et j'ai pas l'impression nécessairement que mon alliance va toujours être loyale. Mais il me semble qu'avec toi, j'ai ce sentiment-là que tu vas rester loyal envers moi. Que tu vas rester loyal si je t'embrique dans une alliance. Et sincèrement, là, j'aimerais ça me rendre très loin avec toi. Honnêtement, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Mais pour l'instant, on a déjà une alliance. Joins-toi à nous autres. Puis on va travailler ensemble à partir de là. Tu vas voir, on va essayer de faire de quoi. Tu donnes espoir aux joueurs de dire, écoute, je te prends de l'autre alliance, puis la seule raison pourquoi tu étais en dehors de notre alliance, c'était que tu faisais partie d'une autre alliance. Mais vu que ton autre alliance n'existe plus, tu deviens comme un agent libre, puis la façon que tu agis face à ton alliance me fait te respecter énormément. Fais en sorte que j'ai confiance en toi. Fais en sorte que si tu viens de mon côté, là, j'ai l'impression que je vais être mieux servi par toi que par n'importe quel autre membre de mon alliance. Viens-t'en avec moi. Je veux t'avoir dans mon coin. Maintenant, c'est plus une question d'alliance. C'est toi que je veux. Et là, à ce moment-là, Richardson aurait eu un sentiment beaucoup plus positif. Aurait dit, ouais, oui, je suis une personne loyale, je suis une personne... Puis il semble qu'il veuille peut-être m'amener un peu plus loin dans le jeu. Je vais respecter ça et je vais en venir... Pas genre, je vais finir 6e ou je vais finir 5e, mais genre, j'ai une possibilité de me rendre à la fin. Je vais me coller à ce joueur-là et peut-être qu'il va m'emmener plus loin. Non, Jean-Thomas, lui, non. Il est comme, non, tu vas finir. Ça, c'est notre alliance. Et tu donnes l'information de l'alliance sans savoir si Richardson joue pas sur un autre tableau. Et il donne la possibilité à Richardson. Est-ce que je pense que Richardson va saisir cette opportunité-là? Je ne le crois pas. Mais tu donnes à Richardson tous les outils pour te détruire. OK? Parce que, et là, je vous reprends le concept de tantôt. Jean-Thomas Jobin n'a pas le titre de patron la semaine prochaine. Donc, dans un contexte comme ça, être Richardson puis peut-être sentir l'eau chaude la semaine prochaine, qu'est-ce que je ferais?
c'est clair que je balance Jean-Thomas en dessous du train. Qu'est-ce que je dirais aux autres joueurs? Je dirais, Jean-Thomas m'a approché la semaine passée en me disant, puis il aurait pu le faire cette semaine. Richardson aurait pu très bien le faire cette semaine s'il avait voulu créer un revirement de situation. Le problème, c'est que c'est Jean-Thomas qui est patron, fait qu'il l'aurait mis automatiquement sur le bloc. Fait que ça marchait pas cette semaine. Mais la semaine prochaine, tu dis, Jean-Thomas m'a approché avec une proposition d'alliance. Il m'a dit que ses alliés étaient François Lambert, Kim, Kevin, qui utilisait Emmanuel, qui utilisait les autres, qui voulaient éliminer Camille, qui voulaient éliminer Lisande, Claude et Maxime. Il m'a tout dit ça. Et là, tu balances. Après avoir dit tout ce que Jean-Thomas a dit, toute la vérité, là, tu t'assures de balancer un gros mensonge. Parce que les gens qui vont t'entendre vont savoir que c'est la vérité. François Lambert va savoir que ce que Richardson aurait dit jusqu'à maintenant était la vérité. Kevin aurait su que c'était la vérité. Kim aurait su que c'était la vérité. Fait qu'à partir du moment que ton public pense que tout ce que tu dis est vrai, c'est là que tu balances ton mensonge. C'est là que tu balances ta marde. Et comment que tu ferais ça? Ben, tu pourrais très bien arriver puis être Richardson puis dire... Puis Jean-Thomas m'a dit que j'avais pas ma place en finale avec lui. C'est vrai. C'est vrai. Genre, que j'allais finir 6e. Mais que de toute façon, son top 2, c'était avec François Lambert. Puis qu'il avait l'intention d'éliminer Kim 5e et Kevin 4e. Puis d'amener Emmanuel et François Lambert dans les 3 derniers. C'est pas vrai. C'est clair que c'est pas vrai. Mais là, tu viens de... Mais Kim et Kevin auraient probablement pas pensé comme ça. Les autres, il y aurait eu le petit hamster qui aurait bougé dans leur tête de faire comme... Ah ouais? Jean-Thomas va me sortir 5e puis 4e? Ça sonne pas super aux oreilles, ça. C'est pas extra, surtout quand l'autre t'a promis de t'amener jusqu'à la fin. Et là, le petit hamster aurait pu travailler très très fort. Et là, Jean-Thomas aurait été pris dans une situation de merde, dépendamment qui était le patron. Jean-Thomas aurait pu commencer à devenir la cible numéro 1 de tout le monde. Donc, Jean-Thomas a donné un outil important à Richardson sans le connaître stratégiquement, sans jamais avoir parlé stratégiquement avec lui, sans connaître ses affiliations autres que les anciens penés. Puis il a tout déballé. Est-ce que vous considérez vraiment que c'est la touche d'un bon joueur? Non. Non. C'est un joueur médiocre qui va faire ça. Un joueur qui réfléchit pas à ce qu'il fait. Puis après coup, même on l'a vu, tu sais, quand ils ont parlé de dire, mais c'est qui qui lui avait dit, quand ils parlaient de Lisande, Claude, de ce qui pouvait se passer, puis tout. Puis François Lambert, il a comme flashé aussi de... C'est peut-être Jean-Thomas qui a commencé à parler un peu trop de l'alliance, puis de qui était avec qui, puis de... Puis on le voit que François Lambert l'a peut-être catché plus vite. En tout cas, j'ai l'impression, c'est une impression. Peut-être qu'il l'a pas catché du tout. Est-ce que moi, personnellement, l'impression est que Richardson va utiliser les outils que Jean-Thomas Jobin y a mis entre les mains? Probablement pas. Et c'est ça qui est triste là-dedans. Et ça fait en sorte que Jean-Thomas ressort quand même pas trop égratigné de ses erreurs stratégiques-là. Dernière chose que je veux parler, ben en fait, je pense que c'est la dernière chose, je suis pas sûr. Jean-Thomas fait un beau speech, et c'est un speech que sincèrement, je suis d'accord. Il dit, moi finir 9e ou 2e, c'est la même affaire, ça sert à rien. Fait qu'il dit, moi je vais toujours prioriser le fait de finir premier. Tu sais, moi finir 2e, 9e, c'est premier. Je veux gagner, je veux être premier. Ok, je suis d'accord. Sincèrement, Jean-Thomas, super de mon speech, je suis d'accord avec cette philosophie-là. Alors là, la question que je vais poser. Mettons, on exclut tout ce qui est arrivé dans les derniers temps avec Kim, là. Toutes les phrases qu'elle a stratégiques, puis tout. Je vous reprends Kim, qui avait l'air d'être la gagnante absolue, de celle qui allait battre tout le monde. Si ça t'importe pas de finir entre 2e et 9e,
puis que pour toi, c'est la même maudite affaire, puis que la seule différence, c'est genre, il faut que tu finisses premier. Voulez-vous bien me dire pourquoi Jean-Thomas veut aller à la fin avec Kim? T'sais, objectivement, là, réfléchissez-y un peu, là. Le gars, là, il a bâti une certaine stratégie en disant « Je vais en finale avec Kim ». Si le gars n'est pas conscient de l'aspect de dire, écoute, finir deuxième, neuvième, c'est la même affaire, puis moi je fixe la première position. Mettons que tu exclus cet élément-là, je pourrais dire, ben, écoute, c'est un bon gars, il veut que Kim gagne, il a peut-être le kick dessus, peut-être pas, peut-être qu'il veut juste, il trouve que c'est une belle personnalité, que lui, deuxième, il va s'en satisfaire, puis il n'y a pas de problème. Non, non! Jean-Thomas a fait un speech comme de quoi que deuxième, neuvième, c'est la même maudite affaire. OK. Pourquoi tu vas aller avec Kim en finale? Même de juste garder Kim dans les 4 derniers, vous trouvez pas ça risqué? Je veux dire, honnêtement, là, rendu dans les 4 derniers, tu le sais pas les compétitions qu'il peut avoir. Imagine-toi de pogner 2 compétitions ultra physiques back-à-back. Kim peut te botter le cul, là. C'est plate, là. Elle peut te botter le cul. Tu veux vraiment Kim rendu dans les 4 derniers? Tu veux vraiment Kim rendu dans les 2 derniers? Est-ce que ça fait du sens stratégique encore là? Et on peut se référer à dire, s'il y avait un problème du nombre, à ce moment-là, je vous dirais, peut-être t'es obligé d'endurer Kim, puis tu te dis, ben écoute, dès que on va avoir une certaine latitude sur le nombre de joueurs qu'on est capable de sacrifier, c'est Kim qu'on sacrifie au début. Ben non! Lui, il y a d'autres joueurs qui peuvent être sacrifiés à sa place. Lui, dans sa tête, c'est comme Richardson est sacrifiable, Emmanuel est sacrifiable. Kim, non. Non, c'est une alliée. Je me rends fin avec Kim. Mais je veux gagner. Eh ben, félicitations, moi. Très bonne stratégie. Très, très bonne stratégie. Et c'est des choses comme ça que, pour moi, Jean-Thomas est un joueur très moyen, voire mauvais. OK? Moi, il est à la jonction du mauvais et moyen. C'est-à-dire que j'ai cette impression honnête qu'il a l'air d'un bon joueur parce qu'il joue contre des joueurs qui sont beaucoup moins bons que lui. Et ça fait en sorte que malheureusement, oui, ça peut donner cette impression-là, mais il faut pas le valoriser parce qu'il est le moins pire des mauvais joueurs. Ça fait pas de lui un bon joueur. Tu le sais que si t'es un bon joueur, si tu joues, t'es au hockey, tu vas jouer contre Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Roy ou peu importe, puis tu fais moyen, ben, il faut quand même que tu te dises, ben écoute, j'étais moyen, mais avec les meilleurs. Quand t'es moyen avec les pires, t'es ceux qui ont jamais fait de la Ligue nationale, genre qui ont tous été retranchés parce qu'ils étaient pas assez bons, puis qui ont jamais été appelés par la Ligue nationale, t'es comme, ouais, ben, moi je suis bon là-dedans. Mais, ouais, mais pas tant. T'sais, c'est comme, glorifie-toi pas là-dessus. Puis c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup de difficultés. Là, je vais réviser un peu mes notes vite, parce que au bout d'une heure et 18, des fois, il y a des notes que je suis plus sûr. J'ai parlé de son titre de patron, c'est correct. Son titre de patron, c'était un titre de patron qui était super facile à faker, en plus, avec le sang, avec les verres. C'était facile de dire, justement, ah non, regarde, je suis plus capable, je m'en vais, je me sens pas bien, ou n'importe quoi, ou j'ai le goût de vomir, ou peu importe. Il était très bien. Puis le pire, c'est qu'il l'a fait pour le veto. Puis t'es comme, pourquoi tu l'as pas fait en tant que patron? Mais ça, bon, en tout cas, ça, c'est de revenir un peu sur la fin du titre de patron. Bon, cette discussion avec Rich. Ensuite de tout ça, bon, il veut gagner. Il veut aller contre Kim. Encore là, pour moi, c'est un non-sens. Bon, je pense que j'ai fait... bon, j'avais l'aspect aussi que Jean-Thomas, il parle beaucoup avec ses émotions. Tu sais, quand on le voit parler avec Lisanne, puis il dit « Ouais, ben mes émotions sont vraies. » Tu le vois que le gars, il est comme tiraillé en... Tu sais, il peut être une super bonne personne à l'extérieur. Puis on l'a vu, tu sais, quand il a dit moi, si je gagne, je lui donne tout à une fondation sur 75 cents. C'est très drôle et c'est bien cute. Bon, il a pas dit s'il allait donner son salaire, par contre, mais parce que son salaire risque d'être plus important que le prix en argent. C'est comme... Ben bon,
Ça, c'est tel que tel. C'est un choix, mais j'ai l'impression qu'il a utilisé comme un peu cet aspect-là pour aller chercher une sympathie et non pas pour... Comment je pourrais dire ça, donc? S'il avait dit... L'argent que je vais gagner, si je gagne la première place, l'argent que je gagne, plus le salaire que j'ai eu dans la saison, peut-être moins impôt, je vais le donner à une charité, à une œuvre de charité, j'aurais dit, ok, le gars, il se fout éperdument de gagner l'argent. Il veut peut-être le titre. Le titre est important, mais au moins, il est bien intentionné. Là, je veux dire, ben, le 25 000, je suis une bonne personne, moi. Je vais le donner, mon 25 000. Je le donne à des œuvres de charité. Mais tu vas avoir touché 80 000 de salaire, mais ça, on n'en parle pas. J'ai trouvé que c'était une façon un peu de tout croche d'essayer d'obtenir de la sympathie. T'sais. Puis, donc, le côté... Puis, là, c'est là-dessus que je voulais vous enligner, je m'excuse. Pour les sentiments. Ça, c'est le dernier point stratégique qui, en mon sens, se joue extrêmement mal. Un joueur stratégique peut être respecté par un jury. Le jury qui vient pour voter et vote pour un joueur stratégique peut voter pour le joueur stratégique simplement dans le sens de dire le joueur a été bon, le joueur a bien dominé, il a bien emmené ses choses, on savait que c'était un joueur stratégique, on l'a laissé faire, on l'a laissé nous manipuler, il a bien joué, on lui donne le prix. Meilleur exemple, Dr. Will, Big Brother 2, on pense à Dan Giesling, on pense à Derek. C'est tous des exemples de joueurs que tous les autres joueurs savaient qu'ils étaient stratégiques, mais les ont laissés aller, les ont laissés manœuvrer et finalement ils se sont rendus en finale et les joueurs ont été corrects à lui donner le prix à la fin. Par contre, vous avez des joueurs qui essayent d'emmener de la stratégie, je pense à Jean-Thomas Jobin ici, ou à Kim, et qui jouent émotionnellement avec les gens. Puis les gens ne comprennent pas cette différence-là, cette distinction-là à avoir. Puis dans le cas présent, pour moi, un joueur stratégique qui ne joue pas avec les émotions des autres, c'est François Lambert. François Lambert est très froid, calculateur. Les gens savent que c'est un crosseur, savent qu'il joue stratégiquement. Donc, à la fin, quand tu arrives à la fin, si François Lambert se retrouve en finale, tu peux pas y en vouloir de ce qu'il a fait. Tu le savais. Tu es au courant. Tu peux arriver et dire, en ton âme et conscience, de dire ouais, ben, il a joué à meilleure game, mais écoute, on le savait qu'il était stratégique, on l'a laissé manœuvrer, il s'est rendu à la fin. Alors qu'un joueur comme Jean-Thomas ou Kim, le problème, c'est qu'il s'attache émotionnellement avec les autres joueurs. C'est-à-dire qu'il laisse les autres joueurs se confier, il laisse les autres joueurs leur parler. On pense comme à Lisandre ici. Là. Lisandre qui a parlé beaucoup à Kim, qui parle beaucoup à Jean-Thomas. On pense à Rita Baga, on pense à tous ces joueurs-là qui se confient à certaines de ces personnes-là, comme Jean-Thomas et des choses comme ça, et Kim. Puis après toutes tes confessions, après toute cette manœuvre-là de te sentir proche de la personne te trahit. Et il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il faut que tu fasses la distinction entre les émotions puis Non. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et c'est pour ça que, malheureusement, il faut que tu mettes une certaine marge entre le côté émotionnel et stratégique pour justement pas créer des situations comme ça. Le meilleur exemple aux États-Unis, Danielle Reese. Danielle Reese a eu exactement ce problème-là dans Big Brother 3. Danielle Reese était une joueuse exceptionnelle, l'une des meilleures joueuses de télé-réalité côté stratégie. Elle a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle a joué émotionnellement avec les gens. Les gens allaient la voir, se confiaient sur leur vie, se confiaient d'un point de vue émotionnel. Et quand les trahissaient, il y avait l'impression non pas juste de s'être fait trahir dans le jeu, il y avait l'impression de s'être fait humilier. Il y avait l'impression de s'être confié envers quelqu'un qui était un mange-marde. Et ça, c'est dur. C'est dur de passer par-dessus cet aspect-là, même lors du vote. Tu auras beau être un jury quasi impartial, cet aspect-là est très, très
très dangereux. Si tu joues cette game-là, t'es aussi bien d'être vraiment... Soit de te ramasser à la fin avec quelqu'un qui est pire que toi, ou de vraiment être un maître manipulateur de qu'est-ce que tu vas dire aux jurés pour essayer de les manipuler. Et malheureusement, je pense que Jean-Thomas n'aura pas cette possibilité-là. Et c'est pour ça que Jean-Thomas et Kim sont dans une situation un peu particulière. Je pense que Kim est mieux positionné que Jean-Thomas là-dedans, mais ça commence à être similaire beaucoup. Et ça va être facile pour eux autres s'ils se retrouvent contre un autre joueur de perdre à cause de cette trahison émotionnelle-là. Je pense que c'est très mal joué. Kim et Jean-Thomas ne jouent pas le juré présentement. Ils jouent probablement de se rendre plus loin dans le jeu. C'est une stratégie qu'il faut que tu ailles. Mais il faut aussi que tu joues le juré. Et bizarrement, des fois j'ai l'impression que François Lambert joue mieux le juré que les deux autres. Et que François Lambert pourrait potentiellement les battre. Au-delà de ça, je pense pas que ça arrive. Et là, je vais arriver avec ma conclusion de vidéo. Avec le fait que... en fait, juste avant un commentaire du public, mais... parce que là, 1h25, je vais avoir battu tout mon temps. Mais le gros enjeu qu'il y a pour la finale, il y a beaucoup de gens qui me disent qui tu vois gagner. Puis avec la façon que le jeu s'enligne, la façon que les gens pensent, ça va dépendre vraiment de si Camille gagne un patron. Honnêtement, ça risque de dépendre beaucoup de ça. Mais bizarrement, une des personnes que je vois gagner à cette statistique, puis ça va en surprendre plusieurs, mais c'est Emmanuel Auger. Parce que le gars, il est bien intentionné, même s'il est tout croche. Et les gens ont l'impression que le monde ne l'aime pas. Puis c'est vrai que le monde ne l'aime pas peut-être à l'intérieur. Il passe peut-être des calls que les gens apprécient pas. Mais tu peux pas enlever le fait que il trahit pas vraiment personne. Il parle pas contre personne. Il est pas bitch, il est pas stratégique, il utilise pas les émotions de personne. Il est comme là, puis il gagne des compétitions. Il se donne. On peut pas dire le contraire, il se donne dans les compétitions. En plus, t'as l'aspect émotionnel extérieur qui se bat pour sa famille. Emmanuel Auger, s'il se rend en finale, je pense qu'il gagne. Je pense qu'il gagne contre Jean-Thomas. Je pense qu'il gagne contre Kim, puis je pense qu'il bat François Lambert. Le problème d'Emmanuel, c'est de se rendre jusque-là. Puis le seul joueur qui veut la peau d'Emmanuel Auger présentement, c'est Camille. Camille pourrait le mettre à risque. Mais je pense que dès que le mood Camille va être passé, je pense qu'Emmanuel va avoir une ride que tout le monde, ou en tout cas plusieurs personnes vont vouloir l'emmener en fin. Puis en plus, Emmanuel peut gagner des compétitions, peut gagner des patrons, des vétos rendus loin dans le jeu. Il y a cette possibilité-là. L'autre joueur que je dirais, c'est Richardson. Mais Richardson a une voie qui est beaucoup plus difficile pour se rendre en finale qu'Emmanuel. Richardson est sacrifiable dans toutes les votes. Emmanuel aussi, dans une certaine mesure, mais je veux dire, Richardson, lui, il va être vu comme une grosse menace. Plus le jeu va avancer, plus le monde va dire il va gagner. Alors que Emmanuel, je pense que les gens vont rester un peu sur le pensée qu'il ne peut pas gagner. Et moi, je vous dirais que si un de ces deux joueurs-là se rend en fin, il y a des chances qu'il gagne. C'est plate. Ça va pas nécessairement... Richardson, ça pourrait être le fun. Emmanuel Auger, je sauterais pas de joie en faisant comme « Hey, Emmanuel a gagné! » Mais je pense que sincèrement, il y a des probabilités qu'Emmanuel puisse gagner la saison, dépendamment de comment que le reste de son parcours s'effectue. Mais je prends comme sa réaction par rapport aux commentaires de Lisande cette semaine. T'sais, il aurait pu péter une crise, il aurait pu aller dire « Écoute, t'as été bitch », de créer du drame. Il aurait pu essayer de créer du drame, il a pas fait ça. Il est allé proche de la cage de Veto, puis il a fait des jokes avec son film, puis il a fait... Dans sa tête, il sait que Lisande, il faut qu'elle parte. T'sais, il veut pas l'avoir, Adoui, il tapait ses dents, mais il l'a pas montré, il a pas créé de drame autour de ça. Puis on le voit même avec Camille, il essaye de ne pas créer de drame. Il passe des commentaires, mais c'est pas dans un côté qu'il veut créer du drame ou veut créer de la marde. C'est plus sa personnalité. Et je pense que de ce côté-là, c'est bizarre, mais je verrais beaucoup plus Emmanuel gagner que d'autres. Honnêtement, ce stade-ci. Je pense s'il conserve la même personnalité, puis qu'il reste low profile pendant un bout, qu'il ne crée pas de friction, je pense sincèrement qu'il devient
un compétiteur qu'il faut prendre en compte rendu à la fin. Parce que les joueurs risquent de vouloir l'amener en pensant qu'ils vont gagner contre lui, ce qui ne sera pas nécessairement vrai. Je vais finir avec un commentaire, une question qu'on m'avait posée. Seb, j'ai une question. Big Brother connaît un certain succès, tant mieux, mais est-ce que tu crois que ça pourrait porter la production à faire l'erreur de refaire un Big Brother célébrité au lieu d'en refaire un, mais grand public? Le succès est mitigé. Je vous dirais que c'est 50-50. Ça dépend toujours. Est-ce que la production avait conscience que cette année, ça allait pas nécessairement bien fonctionner? Et je veux vous... Comment je pourrais dire ça, donc? Je veux que vous soyez conscient de quelque chose que les diffuseurs présentement ont en tête. Et c'est-à-dire que présentement, le public en général a absolument rien à faire. Okay? On s'entend là, avec le COVID, avec toute la situation, les couvre-feux et tout, le public est pas mal enfermé puis séquestré chez eux. Les seules choses qu'ils ont à faire d'intéressant, c'est d'écouter la TV ou d'écouter Internet. On est limité beaucoup à ça. Il n'y a pas d'activité, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller voir de films, on ne peut pas... Bon, tu sais, là, les mesures commencent à embarquer, mais je veux dire, globalement, on ne peut rien faire. Donc, en tant que diffuseur, tu t'attends que tes codes d'écoute de TV ou d'émission soient assez hautes. Parce que toute la population est séquestrée, puis la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'écouter la TV. Puis les codes d'écoute sont pas terribles. Ils sont vraiment pas bonnes. T'sais, je veux dire, si tu mets ça dans ce contexte-là, si tu mets une émission de télé en plein été, où que tout le monde est sorti, puis que tout le monde est sur le party, puis que le monde va dans les restos, puis ils vont au cinéma, puis tout, puis que tu as des codes d'écoute comme tu as là, je vous dirais, ah ouais, là ils diraient, on fait un bon show malgré les codes d'écoute, là. On fait un très très bon show, on est dedans, là. Mais présentement, il y a beaucoup d'insécurité là-dessus. Fait que moi, je considère pas que le show va bien. Je considère que c'est moyen. Est-ce que le diffuseur, est-ce que la maison de production se sont arrêtés en disant la première saison va être un peu à chier, on va trouver nos repères, puis on bâtit sur 2 saisons? Peut-être. Peut-être que dans leur mentalité, ils ont vraiment au moins 2 saisons, puis que la deuxième saison doit marcher, puis qu'ils sacrifient comme un peu la première saison. Ça se peut qu'il y ait eu cette pensée-là. Ça me surprendrait, mais ça se peut. Puis ça se peut que la deuxième saison, ils donnent quand même une chance, parce que les codes d'écoute sont pas exécrables, mais c'est quand même pas fort. Pour le concept, c'est dur à dire. Est-ce qu'il reviendrait avec un célébrité? Est-ce qu'il irait avec un normal? Je pense que ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre de la situation avec le COVID. Ça va dépendre aussi, est-ce qu'ils peuvent trouver des artistes intéressants pour une deuxième saison? Avec tous les départs qu'ils ont eu cette année, avec toutes les choses qu'ils ont... les critiques, est-ce qu'ils vont vouloir se rembarquer dans une célébrité? Mais s'ils ne se rembarquent pas dans une célébrité, est-ce qu'ils vont considérer que... Est-ce qu'ils vont faire un calcul mathématique de dire, ouais, ben, si un célébrité fait des codes d'écoute ici, probablement qu'un normal va faire des codes d'écoute ici. Et là, à ce moment-là, ça devient de dire, ben, on va avoir des codes d'écoute de 350 000 personnes, ça vaut pas la peine, ça vaut pas l'investissement. Ciao, bye. Des fois, c'est ce que je me dis aussi, là. C'est une possibilité que un deuxième Big Brother soit analysé différemment un peu que de juste les codes d'écoute. Ou juste le côté célébrité versus personne normale. Fait que, est-ce que si, mettons, les codes d'écoute augmentent avec un célébrité, est-ce qu'ils vont vouloir en repousser avec un célébrité? J'ai l'impression que oui, mais ça veut pas dire qu'ils vont pouvoir pareil le faire. Ils trouveront peut-être pas de célébrité pour le faire parce que les célébrités vont avoir la chienne d'y aller. Fait qu'ils vont peut-être être obligés de s'enligner sur un normal pareil, mais pas nécessairement parce qu'ils veulent. Puis d'un autre côté, si les codes d'écoute stagnent, est-ce qu'ils vont vouloir y aller avec un Big Brother normal? C'est risqué. C'est très risqué. C'est beaucoup d'investissement pour un show qui lève pas tant que ça puis qui fait pas vraiment parler. Ben honnêtement, ça... Il n'y a pas un hype terrible que moi je sens dans la communauté de télé-réalité au Québec. Il y a des gens qui en parlent, mais c'est pas généralisé. Fait que j'espère que j'ai répondu à ta question. Fait qu'écoutez, 1h34, je pense que
Je pense que j'ai fait mon effort de guerre. Mais je voulais vous décortiquer ça un peu plus en détail. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur ma pensée, sur le jeu en tant que tel. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Comme vous le savez, je réponds à tous vos commentaires. Parfois, c'est sous les vidéos quand je considère que c'est des commentaires, soit j'ai déjà répondu, soit des commentaires que je peux pas vraiment élaborer là-dessus en direct ou je pourrais dire que j'ai pas beaucoup de contenu à donner. Fait que j'essaie de les skipper ou c'est des questions vraiment uniques que les gens m'ont jamais posées. Sinon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine, bye bye.